ce soir, toujours dans une vibe d'Halloween, pour une vidéo lecture. Je me suis mis des petits encas à disposition. Est-ce que vous voyez ce qu'il y a là-dedans ? Donc ce soir, on va lire une partie d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe. On va la lire d'abord en français et après en anglais, les amis. Ce qui m'a donné cette idée, c'est que je suis tombée sur cet ouvrage dans une librairie. Donc c'est un livre dans lequel il y a plusieurs nouvelles d'Edgar Allan Poe et elles sont en anglais. C'est une édition faite pour les gens qui ont déjà un bon niveau d'anglais, mais il y a quand même des petites annotations en marge d'expressions plus difficiles que les autres. Donc c'est parfait pour moi, je pense. Et du coup, j'ai réalisé chez mon père qu'il avait plein de livres d'Edgar Allan Poe et j'ai trouvé une nouvelle qui est dans mon livre chez lui. Et la nouvelle que nous allons lire, c'est donc Double assassinat dans la rue Morgue. Je pense que ce soir on va en lire une moitié, c'est quand même une longue nouvelle. On va la lire d'abord en français, comme ça pour les gens qui parlent pas du tout anglais, vous avez d'abord une petite histoire et puis après vous avez juste du bruit pour vous endormir. Mais dans tous les cas, vous ferez quand même peut-être des petits progrès, même si vous avez l'impression de rien comprendre à la version anglaise parce que vous aurez déjà eu l'histoire en français. Et donc pour tous les gens qui sont du niveau 0 au niveau moyen, ça va quand même peut-être vous apporter quelques petits trucs. Et après, si vous êtes bon en anglais, vous pouvez décider d'écouter d'abord. Je mettrai en barre d'infos le moment de la vidéo où on va passer à l'anglais. Et du coup, si vous êtes très bon en anglais, vous pouvez éventuellement décider de regarder d'abord l'anglais pour essayer d'abord de comprendre tout seul et après la version française pour voir si vous aviez bien compris. Vous faites comme vous voulez les amis et j'espère que ce concept vous plaît et si tout va bien, la semaine prochaine on fait la suite. J'ai absolument aucune idée de quoi parle cette nouvelle les amis. On va découvrir cette histoire ensemble. Alors il y a des petites images dans cette version-là. Et c'est parti. Double assassinat dans la rue Morgue. Quelle chanson chantaient les sirènes? Quel nom Achille avait-il pris quand il se cachait parmi les femmes? Questions embarrassantes, il est vrai, mais qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture. Sir Thomas Brown, c'était une citation. Les facultés de l'esprit qu'on définit par le terme analytique sont elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que nous en savons, entre autres choses, c'est qu'elles sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire une source de jouissance des plus vives. De même que l'homme fort se réjouit dans son aptitude physique, se complaît dans les exercices qui provoquent les muscles à l'action. De même, l'analyste prend sa gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de débrouiller. Il tire du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent ses talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus,
des hiéroglyphes. Il déploie dans chacune des solutions une puissance de perspicacité qui, dans l'opinion vulgaire, prend un caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par l'âme même et l'essence de sa méthode, ont réellement tout l'air d'une intuition. Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l'analyse, comme si elle était l'analyse par excellence. Car, en somme, tout calcul n'est pas en soi une analyse. Un joueur d'échecs, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Il suit de là que le jeu d'échecs, dans ses effets sur la nature spirituelle, est fort mal apprécié. Je ne veux pas écrire ici un traité de l'analyse, mais simplement mettre en tête d'un récit passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à l'abandon et qui lui serviront de préface. Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dames que par toute la laborieuse futilité des échecs. Dans ce dernier jeu, où les pièces sont douées de mouvements divers et bizarres et représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est prise. Erreur fort commune, pour de la profondeur, l'attention y est puissamment mise en jeu. Si elle se relâche d'un instant, on commet une erreur, d'où il résulte une perte ou une défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés, mais inégaux en puissance, les chances de pareilles erreurs sont très multipliées, et dans 9 cas sur 10, c'est le joueur le plus attentif qui gagne et non le plus habile. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu de variations, les probabilités d'inadvertance sont beaucoup moindres. Et l'attention n'étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames où la totalité des pièces soit réduite à 4 dames et où naturellement il n'y ait pas lieu de s'attendrir à des étourderies. Il est évident qu'ici la victoire ne peut être décidée, les deux parties étant absolument égales, que par une tactique habile, résultat de quelques puissants efforts de l'intellect. Privé des ressources ordinaires, l'analyste entre dans l'esprit de son adversaire, s'identifie avec lui et souvent découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen, un moyen quelquefois absurdement simple, de l'attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. On a longtemps cité le whist pour son action sur la faculté du calcul, et on a connu des hommes d'une haute intelligence qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et dédaignaient les échecs comme un jeu frivole. En effet, il n'y a aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de l'analyse. Le meilleur joueur d'échecs de la chrétienté ne peut guère être autre chose que le meilleur joueur d'échecs. Mais la force au whist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations, bien autrement importantes où l'esprit lutte avec l'esprit. Quand je dis force, j'entends cette perfection dans le jeu qui comprend l'intelligence de tous les cas dont on peut légitimement faire son profit. Ils sont non seulement divers mais complexes et se dérobent souvent dans des profondeurs de la pensée absolument inaccessibles à une intelligence ordinaire. Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement. Et à ce point de vue, le joueur d'échecs capable d'une attention très intense jouera fort bien au whist, puisque les règles de Hoyle, basées elles-mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont facilement et généralement intelligibles. Aussi, avoir une mémoire fidèle et procéder d'après le livre sont des points qui constituent pour le vulgaire le summum du bien joué. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions.
Ses partenaires en font peut-être autant, et la différence d'étendue dans les renseignements ainsi acquis ne gît pas tant dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. L'important, le principal, est de savoir ce qu'il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans son jeu, et bien que ce jeu soit l'objet actuel de son attention, il ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d'objets étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire, il la compare soigneusement avec celle de chacun de ses adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire distribue ses cartes. Il compte souvent, grâce au regard que laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les honneurs, un à un. Il note chaque mouvement de la physionomie à mesure que le jeu marche et recueille un capital de pensées dans les expressions variées de certitude, de surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par feinte à l'air dont c'est jeté sur la table, une parole accidentelle, involontaire, une carte qui tombe ou qu'on retourne par hasard, qu'on ramasse avec l'anxiété ou avec l'insouciance, le compte des levées et l'ordre dans lequel elles sont rangées. L'embarras, l'hésitation, la vivacité, la trépidation, tout est pour lui symptôme, diagnostic, tout rend compte à cette perception, intuitive en apparence, du véritable état des choses. Quand les 2 ou 3 premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque main et peut dès lors jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. La faculté d'analyse ne doit pas être confondue avec la simple ingéniosité, car pendant que l'analyste est nécessairement ingénieux, il arrive souvent que l'homme ingénieux est absolument incapable d'analyse. La faculté de combinaison ou constructivité par laquelle se manifeste généralement cette ingéniosité et à laquelle les phrénologues, ils ont tort selon moi, assignent un organe à part, en supposant qu'elle soit une faculté primordiale, apparue dans des êtres dont l'intelligence était limitrophe de l'idiotie, assez souvent pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Entre l'ingéniosité et l'attitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue. En somme, on verra que l'homme ingénieux est toujours plein d'imaginative et que l'homme vraiment imaginatif n'est jamais autre chose qu'un analyste. Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer. Je demeurai à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800, et j'y fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même, mais par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba et qu'il cessa de se pousser dans le monde et de s'occuper du rétablissement de sa fortune. Grâce à la courtoisie de ses créanciers, il resta en possession d'un petit reliquat de son patrimoine et, sur la rente qu'il en tirait, il trouva moyen, par une économie rigoureuse, de subvenir aux nécessités de la vie, sans s'inquiéter autrement des superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe, et à Paris, on se les procure facilement. Notre première connaissance se fit dans un obscur cabinet de lecture de la rue Montmartre, par ce fait fortuit que nous étions tous les deux à la recherche d'un même livre, fort remarquable et fort rare. Cette coïncidence nous rapprocha. Nous nous vîmes toujours de plus en plus. Je fus profondément intéressé par sa petite histoire de famille, qu'il me raconta minutieusement avec cette candeur et cet abandon, ce sans-façon du moi, qui est le propre de tout Français quand il parle de ses propres affaires. Je fus aussi fort étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures, et par-dessus tout, je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination. Cherchant dans Paris certains objets qui faisaient mon unique étude, je vis que la société de pareils hommes serait pour moi un très
trésor inappréciable. Et dès lors, je me livrai franchement à lui. Nous décidâmes enfin que nous vivrions ensemble tout le temps de mon séjour dans cette ville. Et comme mes affaires étaient un peu moins embarrassées que les siennes, je me chargeai de louer et de meubler dans un style approprié à la mélancolie fantasque de nos deux caractères, une maisonnette antique et bizarre que des superstitions dont nous ne daignâmes pas nous enquérir avaient fait déserter, tombant presque en ruine et située dans une partie reculée et solitaire du faubourg Saint-Germain. Si la routine de notre vie dans ce lieu avait été connue du monde, nous eussions passé pour de fous, peut-être pour des fous d'un genre inoffensif. Notre réclusion était complète, nous ne recevions aucune visite. Le lieu de notre retraite était resté un secret, soigneusement gardé pour mes anciens camarades, et il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris. Nous ne vivions qu'entre nous. Mon ami avait une bizarrerie d'humeur, car, comment définir cela? C'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit. La nuit était sa passion, et je tombais moi-même tranquillement dans cette bizarrerie, comme dans toutes les autres qui lui étaient propres, me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités, avec un parfait abandon. La noire divinité ne pouvait pas toujours demeurer avec nous, mais nous en faisions la contrefaçon. Au premier point du jour, nous fermions tous les lourds volets de notre masure, nous allumions une couple de bougies fortement parfumées, qui ne jetaient que des rayons très faibles et très pâles. Au sein de cette débile clarté, nous livrions chacun notre âme à ses rêves, nous lisions, nous écrivions ou nous causions, jusqu'à ce que la pendule nous avertît du retour de la véritable obscurité. Alors nous nous échappions à travers les rues, bras dessus, bras dessous, continuant la conversation du jour, rôdant au hasard jusqu'à une heure très avancée et cherchant à travers les lumières désordonnées et les ténèbres de la populeuse cité ces innombrables excitations spirituelles que l'étude paisible ne peut pas donner. Dans ces circonstances, je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'admirer, quoique la riche idéalité dont il était doué eût dû m'y préparer, une aptitude analytique particulière chez Dupin. Il semblait prendre un délice âcre à l'exercer, peut-être même à l'étaler, et avouait sans façon tout le plaisir qu'il en tirait. Il me disait à moi, avec un petit rire tout épanoui, que bien des hommes avaient pour lui une fenêtre ouverte à l'endroit de leur cœur, et l'habitude il accompagnait une pareille assertion de preuves immédiates et des plus surprenantes, tirées d'une connaissance profonde de ma propre personne. Dans ces moments-là, ses manières étaient glaciales et distraites, ses yeux regardaient dans le vide, et cependant sa voix, une riche voix de ténor habituellement triplée en sonorité, c'eût été de la pétulance sans l'absolue délibération de son parler et la parfaite certitude de son accentuation. Je l'observais dans ses allures et je rêvais souvent à la vieille philosophie de l'âme double. Je m'amusais de l'idée d'un Dupin double, un Dupin créateur, analyste. Qu'on ne s'imagine pas, d'après ce que je viens de dire, que je vais dévoiler un grand mystère ou écrire un roman. Ce que j'ai remarqué dans ce singulier français était simplement le résultat d'une intelligence surexcitée, malade peut-être, mais un exemple donnera une meilleure idée de la nature de ses observations à l'époque dont il s'agit. Une nuit, nous flânions dans une longue rue sale, avoisinant le palais royal. Nous étions plongés chacun dans nos propres pensées, en apparence du moins, et depuis près d'un quart d'heure, nous n'avions pas soufflé une syllabe. Tout à coup, Dupin lâcha ses paroles. C'est un bien petit garçon en vérité, et il serait mieux à sa place au théâtre des variétés. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute, répliquai-je, sans y penser et sans remarquer d'abord, tant j'étais absorbée, la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie. Une minute après, je revins à moi et mon étonnement fut profond. Dupin, dis-je très gravement, voilà qui passe mon intelligence. Je vous avoue, sans embâge, que j'en suis stupéfiée et que j'en peux à peine croire mes sens. Comment a-t-il
il pu se faire que vous ayez deviné ce que je pensais à... Mais je m'arrêtais pour m'assurer indubitablement qu'il avait réellement deviné à qui je pensais. À Chantilly, dit-il, pourquoi vous interrompre? Vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie. C'était précisément ce qui faisait le sujet de mes réflexions. Chantilly était un ex-savetier de la rue Saint-Denis qui avait la rage du théâtre et avait abordé le rôle de Xérès dans la tragédie de Crébillon. Ses prétentions étaient dérisoires, on en faisait des gorges chaudes. Dites-moi, pour l'amour de Dieu, la méthode, si méthode il y a, à l'aide de laquelle vous avez pu pénétrer mon âme dans le cas actuel. En réalité, j'étais encore plus étonnée que je n'aurais voulu le confesser. C'est le fruitier, répliqua mon ami, qui vous a amené à cette conclusion que le raccommodeur de semelles n'était pas de taille pour jouer Xérès et tous les rôles de ce genre. Le fruitier, vous m'étonnez, je ne connais de fruitier d'aucune espèce. L'homme qui s'est jeté contre vous quand nous sommes entrés dans la rue, il y a peut-être un quart d'heure. Je me rappelais alors qu'en effet un fruitier portant sur sa tête un grand panier de pommes m'avait presque jeté par terre par maladresse. Comme nous passions de la rue C dans l'artère principale où nous étions alors, mais quel rapport cela avait-il avec Chantilly? Il m'était impossible de m'en rendre compte. Il n'y avait pas un atome de charlatanerie dans mon ami Dupin. Je vais vous expliquer cela, dit-il, et pour que vous puissiez comprendre tout très clairement, nous allons d'abord reprendre la série de vos réflexions. Depuis le moment dont je vous parle jusqu'à la rencontre du fruitier en question, les anneaux principaux de la chaîne se suivent ainsi. Chantilly, Orion, le docteur Nichols, Épicure, la stéréotomie, les pavés, le fruitier. Il est peu de personnes qui ne se soient amusées à un moment quelconque de leur vie à remonter le cours de leurs idées et à rechercher par quel chemin leur esprit était arrivé à de certaines conclusions. Souvent, cette occupation est pleine d'intérêt et celui qui les a pour la première fois est étonné de l'incohérence et de la distance, immense en apparence, entre le point de départ et le point d'arrivée. Qu'on juge donc mon étonnement quand j'entendis mon français parler comme il avait fait et que je fus contraint de reconnaître qu'il avait dit la pure vérité. Il continua. Nous causions de chevaux, si ma mémoire ne me trompe pas, juste avant de quitter la rue C. Ce fut notre dernier thème de conversation. Comme nous passions dans cette rue-ci, un fruitier, avec un gros panier sur sa tête, passa précipitamment devant nous, vous jeta sur un tas de pavés amoncelés dans un endroit où la voie est en réparation. Vous avez mis le pied sur une des pierres branlantes, vous avez glissé, vous vous êtes légèrement foulé la cheville, vous avez paru vexé, grognon, vous avez marmotté quelques paroles, vous vous êtes retourné pour regarder le tas, puis vous avez continué votre chemin en silence. Je n'étais pas absolument attentif à tout ce que vous faisiez, mais pour moi, l'observation est devenue, de vieille date, une espèce de nécessité. Vos yeux sont restés attachés sur le sol, surveillant avec une espèce d'irritation les trous et les ornières du pavé, de façon que je voyais bien que vous pensiez toujours aux pierres, jusqu'à ce que nous eûmes atteint le petit passage qu'on nomme le passage Lamartine, où l'on vient de faire l'essai du pavé de bois, un système de blocs unis et solidement assemblés. Ici, votre physionomie s'est éclaircie. J'ai vu vos lèvres remuer et j'ai deviné, à n'en pas douter, que vous murmuriez le mot stéréotomie, un terme appliqué fort prétentieusement à ce genre de pavage. Je savais que vous ne pouviez pas dire stéréotomie sans être induit à penser aux atomes et de là aux théories d'Épicure. Et, comme dans la discussion que nous eûmes, il n'y a pas longtemps, à ce sujet, je vous avais fait remarquer que les vagues conjectures de l'illustre grec avaient été confirmées singulièrement, sans que personne y prit garde, par les dernières théories sur les nébuleuses et les récentes découvertes cosmogoniques. Je sentis que vous ne pourriez pas empêcher vos yeux de se tourner vers la grande nébuleuse d'Orion. Je m'y attendais certainement. Vous n'y avez pas manqué
et je fus alors certain d'avoir strictement emboîté le pas de votre rêverie. Or, dans cette amère boutade sur Chantilly, qui apparut hier dans le musée, l'écrivain satirique, en faisant des allusions désobligeantes au changement de nom du savetier quand il a chaussé le cothurne, citait un vers latin dont nous avons souvent causé. Je veux parler du vers perditit antiquum litera prima sonum. Je vous avais dit qu'il avait trait à Orion, qui s'écrivait primitivement Urion, et à cause d'une certaine acrimonie mêlée à cette discussion, j'étais sûre que vous ne l'aviez pas oublié. Il était clair dès lors que vous ne pouviez pas manquer d'associer les deux idées d'Orion et de Chantilly. Cette association d'idées, je la vis au style du sourire qui traversa vos lèvres. Vous pensiez à l'immolation du pauvre savetier. Jusque-là, vous aviez marché courbé en deux, mais alors je vous vis vous redresser de toute votre hauteur. J'étais bien sûre que vous pensiez à la pauvre petite taille de Chantilly. C'est dans ce moment que j'ai interrompu vos réflexions pour vous faire remarquer que c'était vraiment un pauvre petit avorton que ce Chantilly, et qu'il serait mieux à sa place au Théâtre des Variétés. Peu de temps après cet entretien, nous parcourions l'édition du soir de la Gazette des Tribunaux, quand les paragraphes suivants attirèrent notre attention. Double assassinat des plus singuliers. Ce matin, vers 3 heures, les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du 4e étage d'une maison de la rue Morgue, que l'on savait occupée en totalité par une dame L'Espanaye et sa fille, mademoiselle Camille L'Espanaye. Après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable, la grande porte fut forcée avec une pince et 8 ou 10 voisins entrèrent accompagnés de 2 gendarmes. Cependant, les cris avaient cessé, mais au moment où tout le monde arrivait pêle-mêle au premier étage, on distingua 2 fortes voix, peut-être plus, qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison. Quand on arriva au second palier, ces bruits avaient également cessé et tout était parfaitement tranquille. Les voisins se répandirent de chambre en chambre, arrivés à une vaste pièce située sur le derrière au 4e étage et dont on força la porte qui était fermée avec la clé en dedans. Ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappa tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement. La chambre était dans le plus étrange désordre, les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens. Il n'y avait qu'un lit, les matelas en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet. Sur une chaise, on trouva un rasoir mouillé de sang. Dans l'âtre, 3 longues et fortes boucles de cheveux gris qui semblaient avoir été violemment arrachées avec leurs racines. Sur le parquet gisaient 4 Napoléons, une boucle d'oreille ornée d'une topaze, 3 grandes cuillères d'argent, 3 plus petites en métal d'Alger et 2 sacs contenant environ 4000 francs d'or. Dans un coin, les tiroirs d'une commode étaient ouverts et avaient sans doute été mis au pillage, bien qu'on y ait trouvé plusieurs articles intacts. Un petit coffret de fer fut trouvé sous la literie, non pas sous le bois de lit. Il était ouvert, avec la clé dans la serrure. Il ne contenait que quelques vieilles lettres et d'autres papiers sans importance. On ne trouva aucune trace de Madame L'Espanaye, mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer. On fit une recherche dans la cheminée et, chose horrible à dire, on en tira le corps de la demoiselle, la tête en bas, qui avait été introduit de force et poussé par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable. Le corps était tout chaud. En l'examinant, on découvrit de nombreuses excoriations, occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour le dégager.
La figure portait quelques fortes égratignures et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles, comme si la mort avait eu lieu par strangulation. On va s'arrêter là pour la version française. Et on va passer à la version en anglais. Alors je connaissais pas bien Edgar Allan Poe et c'est bien ce que je craignais, c'est quand même, je sais pas en quelle année ça a été écrit, mais il y a des expressions et du vocabulaire qu'on n'utilise plus. Donc même en français, il y a des trucs qu'on comprend pas. Je sais pas vous, mais surtout les premiers paragraphes qui étaient très lourds. Mais du coup, je sais pas ce que ça va donner en anglais. Moi, je suis pas sûre de tout avoir, mais de toute façon, vu qu'on a lu la traduction, et bah c'est pratique. The Murders in the Rue Morgue. The mental features discussed of as the analytical are in themselves but little susceptible of analysis. We appreciate them only in their effects. We know of them, among other things, as they are always to their possessor when inordinately possessed, a source of the liveliest enjoyment, as the strong man exults in his physical ability, delighting in such exercises as call his muscles into action, so glories the analyst in that moral activity which disentangles. He derives pleasure from even the most trivial occupations, bringing his talent into play. He is fond of enigmas, of conundrums, of hieroglyphics, exhibiting in his solutions of each of degree of acumen which appears to the ordinary apprehensions preternatural. His results, brought about by the very soul of a sense of method, have in truth the whole air of intuition. The faculty of resolution is possibly much invigorated by mathematical study, and especially by that highest branch of it which, unjustly and merely on account of its retrograde operations, has been called, as if par excellence, analysis. Yet to calculate is not in itself to analyze. A chess player, for example, does the one without effort at the other. It follows that the game of chess, in its effects upon mental character, is greatly misunderstood. I am not now writing a treatise, but simply prefacing a somewhat peculiar narrative by observations very much at random. I will, therefore, take occasion to assert that the higher powers of the reflective intellect are more decidedly and more usefully tasked by the unostentatious game of draughts that by all the elaborate frivolity of chess. In this latter, where the pieces have different and bizarre motions with various and variable values, what is only complex is mistaken, a not unusual error, for what is profound. The attention
is here called powerfully into play. If it flags for an instant, an oversight is committed, resulting in injury or defeat. The possible moves being not only manifold but involute, the chances of such oversights are multiplied, and in 9 cases out of 10, it is the more concentrative rather than the more acute player who conquers. In draughts, on the contrary, where the moves are unique and have but little variation, the probabilities of inadvertence are diminished and the mere attention being left comparatively unemployed, what advantages are obtained by either party are obtained by superior acumen. To be less abstract, let us suppose a game of draughts where the pieces are reduced to 4 kings, and where, of course, no oversight is to be expected. It is obvious that here the victory can be decided, the players being at all equal, only by some recherché movement, the result of some strong exertion of the intellect. Deprived of ordinary resources, the analyst throws himself into the spirit of his opponent, identifies himself therewith, and not unfrequently sees thus, at a glance, the sole methods, sometimes indeed absurdly simple ones, by which he may seduce into error or hurry into miscalculation. Whist has long been noted for its influence upon what is termed the calculating power, and men of the highest order of intellect have been known to take an apparently unaccountable delight in it, while eschewing chess as frivolous. Beyond doubt, there is nothing of a similar nature so greatly tasking the faculty of analysis. The best chess player in Christendom may be little more than the best player of chess, but proficiency in whist implies capacity for success in all those more important undertakings where mind struggles with mind. When I say proficiency, I mean that perfection in the game which includes a comprehension of all the sources whence legitimate advantage may be derived. These are not only manifold but multiform, and lie frequently among recesses of thoughts altogether inaccessible to the ordinary understanding. To observe attentively is to remember distinctly, and so far the concentrative chess player will do very well at whist, while the rules of Hoyle, themselves based upon the mere mechanism of the game, are sufficiently and generally comprehensible. Thus, to have a retentive memory and to proceed by the book are points commonly regarded as the sum total of good playing, but it is in matters beyond the limits of mere rule that the skill of the analyst is evinced. He makes, in silence, a host of observations and inferences. So, perhaps, do his companions, and the difference in the extent of the information obtained lies not so much in the validity of the inference as in the quality of the observation. The necessary knowledge is that of what to observe. Our player confines himself not to all, nor, because the game is the object, does he reject deductions from things external to the game. He examines the countenance of his partner, comparing it carefully with that of each of his opponents. He considers the
sorting the cards in each hand, often counting trump by trump and honor by honor through the glances bestowed by their holders upon each. He notes every variation of face as they play progresses, gathering a fund of thoughts from the differences in the expression of certainty, of surprise, of triumph, or of chagrin. From the manner of gathering up a trick, it judges whether the person taking it can make another in the suite. He recognizes what is played through feint by the air with which it is thrown upon the table. A casual or inadvertent word, the accidental dropping or turning of a card, with the accompanying anxiety or carelessness in regard to its concealment, the counting of the tricks with the order of their arrangement, embarrassment, hesitation, eagerness, or trepidation, all afford, to his apparently intuitive perception, indications of the true state of affairs. The first 2 or 3 rounds having been played, he is in full possession of the contents of each hand, and thenceforward puts down his cards with as absolute a precision of purpose as if the rest of the party had turned outward the faces of their own. The analytical power should not be confounded with the simple ingenuity, for while the analyst is necessarily ingenious, the ingenious man is often remarkably incapable of analysis. The constructive or combining power by which ingenuity is usually manifested and to which the phrenologists, I believe erroneously, have assigned a separate organ, supposing it a primitive faculty, has been so frequently seen in those whose intellect bordered otherwise upon idiocy as to have attracted general observation among writers on morals. Between ingenuity and the analytic ability there exists a difference far greater, indeed, than that between the fancy and the imagination, but of a character very strictly analogous. It will be found, in fact, that the ingenious are always fanciful, and the truly imaginative never otherwise than analytic. The narrative which follows will appear to the reader somewhat in the light of a commentary upon the propositions just advanced. Residing in Paris during the spring and part of the summer of 18 something, I there became acquainted with a Monsieur C. Auguste Dupin. This young gentleman was of an excellent, indeed of an illustrious family, but by a variety of untoward events had been reduced to such poverty that the energy of his character succumbed beneath it, and he ceased to bestir himself in the world or to care for the retrieval of his fortunes. By courtesy of his creditors, there still remained in his possession a small remnant of his patrimony, and upon the income arising from this, he managed, by means of a rigorous economy, to procure the necessaries of life without troubling himself about the superfluities. Books, indeed, were his sole luxuries, and in Paris they are easily obtained. Our first meeting was at an obscure library in the Rue Montmartre, where the accident of our both being in search of the same very rare and very remarkable volume brought us into closer communion.
We saw each other again and again. I was deeply interested in the little family history which he detailed to me with all that candor which a Frenchman indulges whenever mere self is his theme. I was astonished, too, at the vast extent of his reading, and above all I felt my soul enkindled within by the wild fervour and the vivid freshness of his imagination. Seeking in Paris the objects I then sought, I felt that the society of such a man would be to me a treasure beyond price, and this feeling I frankly confided to him. It was at length arranged that we should live together during my stay in the city, and as my worldly circumstances were somewhat less embarrassed than his own, I was permitted to be at the expense of renting and furnishing in a style which suited the rather fantastic gloom of our common temper, a time-eaten and grotesque mansion, long deserted through superstitions into which we did not inquire, and tottering to its fall in a retired and desolate portion of the Faubourg Saint-Germain. Had the routine of our life at this place been known to the world, we should have been regarded as madmen, although perhaps as madmen of a harmless nature. Our seclusion was perfect. We admitted no visitors. Indeed, the locality of our retirement had been carefully kept a secret from my own former associates, and it had been many years since Dupin had ceased to know or be known in Paris. We existed within ourselves alone. It was a freak of fancy in my friend, for what else shall I call it, to be enamored of the night for her own sake, and into this bizarrerie as into all his others. I quietly fell, giving myself up to his wild whims with a perfect abandon. The sable divinity would not herself dwell with us always, but we could counterfeit her presence. At the first dawn of the morning, we closed all the messy shutters of our old building, lighting a couple of tapers which, strongly perfumed, threw out only the ghastliest and feeblest of rays. By the aid of this, we then busied our souls in dreams, reading, writing, or conversing, until warned by the clock of the advent of the true darkness. Then we sallied forth into the streets, arm in arm, continuing the topics of the day, or roaming far and wide until a late hour, seeking, amid the wide lights and shadows of the populous city, that infinity of mental excitement which quiet observation can afford. At such time I could not help remarking and admiring, although from his rich ideality I had been prepared to expect it, a peculiar analytic ability in Dupin. He seemed, too, to take an eager delight in its exercise, if not exactly in its display, and did not hesitate to confess the pleasure thus derived. He boasted to me, with a low chuckling laugh to most men in respect to himself, wore windows in their bosoms, and was wont to follow up such assertions by direct and very startling proofs of his intimate knowledge of my own. His manner at these moments was frigid and abstract. His eyes were vacant in expression, while his voice, usually a rich tenor, rose into a treble, which would have sounded petulantly but for the deliberateness and entire distinctness of the enunciation. Observing him in these moods, I often dwelt meditatively upon the old philosophy
myself with the fancy of a double Dupin, the creative and the resolvent. Let it not be supposed, from what I have just said, that I am detailing any mystery or penning any romance. What I have described in The Frenchman was merely the result of an excited, or perhaps a diseased intelligence, but of a character of his remarks at the period in question. An example will best convey the idea. We were strolling one night down a long dirty street in the vicinity of the Palais Royal, being both apparently occupied with thoughts. Neither of us had spoken a syllable for 15 minutes at least. All at once, Dupin broke forth with these words. "He is a very little fellow, that's true, and would do better for the Théâtre des Variétés." "There can be no doubt of that," I replied, unwittingly, and not at first observing, so much had I been absorbed in reflection, the extraordinary manner in which the speaker had chimed in with my meditations. In an instant afterward, I recollected myself, and my astonishment was profound. "Dupin," said I, gravely, "this is beyond my comprehension. I do not hesitate to say that I am amazed, and can scarcely credit my senses. How was it possible you should know what I was thinking of?" Here I paused, to ascertain beyond a doubt whether he really knew of whom I thought. "Of Chantilly," said he. "Why do you pause? You were remarking to yourself that his diminutive figure unfitted him for tragedy." This was precisely what had formed the subject of my reflections. Chantilly was a quondam cobbler of the Rue Saint-Denis, who, becoming stage-mad, had attempted the role of Xerxes in Crébillon's tragedy so called, and been notoriously pasquinaded for his pains. "Tell me, for heaven's sake," I exclaimed, "the method, if method there is, by which you have been enabled to fathom my soul in this matter." In fact, I was even more startled than I would have been willing to express. "It was the fruiterer," replied my friend, "who brought you to the conclusion that the mender of souls was not of sufficient aids for Xerxes, et id genus omni." "The fruiterer? You astonish me. I know no fruiterer whomsoever. The man who ran up against you as we entered the street, it may have been 15 minutes ago. I now remember that, in fact, a fruiterer carrying upon his head a large basket of apples had nearly thrown me down by accident as we passed from the Rue C into the thoroughfare where we stood. But what this had to do with Chantilly I could not possibly understand. There was not a particle of charlatanerie about Dupin. "I will explain," he said, "and that you may comprehend all clearly, we will first retrace the course of your meditations from the moment in which I spoke to you until that of the rencontre with the fruiterer in question. The larger links of the chain run thus: Chantilly, Orion, Dr. Nichols, Epicurus, Stereotomy, the street stones, the fruiterer. There are few persons who have not, at some period of their lives, amused themselves in retracing the steps by which particular conclusions of their own minds have been attained. The occupation is often full of interest, and he who attempts it for the first time is astonished by the apparently illimitable distance and incoherence between the starting point and the goal.
amazement when I heard the Frenchman speak what he had just spoken, and when I could not help acknowledging that he had spoken the truth. He continued, "We had been talking of horses, if I remember aright, just before leaving the Rue C. This was the last subject we discussed. As we crossed into this street, a fruiterer with a large basket upon his head, brushing quickly past us, thrust you upon a pile of paving stones collected at a spot where the causeway is undergoing repair. You stepped upon one of the loose fragments, slipped, slightly strained your ankle, appeared vexed or sulky, muttered a few words, turned to look at the pile, and then proceeded in silence. I was not particularly attentive to what you did, but observation has become with me of late a species of necessity. You kept your eyes upon the ground, glancing with a petulant expression at the holes and ruts in the pavement with the overlapping and riveted blocks. Here your countenance brightened up, and perceiving your lips move, I could not doubt that you murmured the word stereotomy, a term very affectedly applied to this species of pavement. I know that you could not say to yourself stereotomy without being brought to think of atomies, and thus of the theories of Epicurus, and since, when we discussed this subject not very long ago, I mentioned to you how singularly, yet with how little notice, the vague guesses of that noble Greek had met with confirmation in the late nebular cosmogony, I felt that you could not avoid casting your eyes upward to the great nebula in Orion, and I certainly expected that you would do so. You did look up, and I was now assured that I had correctly followed your steps, but in that bitter tirade upon Chantilly, which appeared in yesterday's Musée, the satirist making some disgraceful allusions to the cobbler change of name upon assuming the buskin, quoted a Latin line about which we have often conversed. I mean the line perditit antiquum litera prima sonum. I had told you that this was in reference to Orion, formerly written Urion, and from certain pungencies connected with this explanation. I was aware that you could not have forgotten it. It was clear, therefore, that you would not fail to combine the two ideas of Orion and Chantilly. That you did combine them, I saw by the character of the smile which passed over your lips. You thought of the poor cobbler's immolation. So far you had been stooping in your gait, but now I saw you draw yourself up to your full height. I was then sure that you reflected upon the diminutive figure of Chantilly. At this point I interrupted your meditations to remark that as, in fact, he was a very little fellow, that Chantilly, he would do better at the Théâtre des Variétés. Not long after this, we were looking over an evening edition of the Gazette des Tribunaux when the following paragraphs arrested our attention. Extraordinary murders. This morning, about 3 o'clock, the inhabitants of the Quartier Saint-Roch were aroused from sleep by a succession of terrific shrieks, issuing, apparently, from the 4th story of a house in the Rue Morgue, known to be in the sole occupancy of one Madame L'Espanaye and her daughter, Mademoiselle Camille L'Espanaye. After some delay, occasioned by a fruitless attempt to procure admission
in the usual manner. The gateway was broken in with a crowbar, and 8 or 10 of the neighbors entered, accompanied by 2 gendarmes. By this time the cries had ceased, but as the party rushed up the first flights of stairs, 2 or more rough voices in angry contention were distinguished, and seemed to proceed from the upper part of the house. As the second landing was reached, these sounds also had ceased, and everything remained perfectly quiet. The party spread themselves and hurried from room to room. Upon arriving at a large back chamber in the 4th story, the door of which, being found locked with the key inside, was forced open, a spectacle presented itself which struck everyone present not less with horror than with astonishment. The apartment was in the wildest disorder, the furniture broken and thrown about in all directions. There was only one bedstead, and from this the bed had been removed and thrown into the middle of the floor. On a chair lay a razor, besmeared with blood. On the hearth were 2 or 3 long and thick tresses of grey human hair, also dabbled in blood, and seeming to have been pulled out by the roots. Upon the floor were found for Napoleon an earring of topaz, 3 large silver spoons, 3 smaller of metal d'Alger, and 2 bags containing nearly 4,000 francs in gold. The drawers of a bureau which stood in one corner were open and had been apparently rifled, although many articles still remained in them. A small iron safe was discovered under the bed, not under the bedstead. It was open, with the key still in the door. It had no contents beyond a few old letters and other papers of little consequence. Of Madame L'Espanaye no traces were here seen, but an unusual quantity of soot being observed in the fireplace. A search was made in the chimney, and, horrible to relate, the corpse of the daughter, head downward, was dragged therefrom. It having been thus forced up the narrow aperture for a considerable distance. The body was quite warm. Upon examining it, many excoriations were perceived, no doubt occasioned by the violence with which it had been thrust up and disengaged. Upon the face were many severe scratches, and upon the throat dark bruises and deep indentations of fingernails, as if the deceased had been throttled to death. On va donc s'arrêter là, les copains. Il est l'heure de faire dodo, les amis. Dodo. Est-ce que vous voulez une petite friandise avant d'aller vous coucher? Ça me fait penser aux sorcières dans